Ouais, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais, super. Euh, Bah oui, tu as insisté sur l'importance de la question démocratique. Elle est cruciale. C'est même peut-être l'enjeu stratégique majeur de la période dans laquelle on est en train de vivre. On est à la croisée des chemins. Je crois qu'on est tous et toutes en train d'en prendre conscience d'une manière ou d'une autre. On est à un embranchement, à une bifurcation possible de l'histoire, de la civilisation humaine, en tous les cas telle qu'elle s'est développée sous l'ère du système capitaliste qui s'est imposé maintenant il y a plus de 150 ans. Donc c'est une situation absolument inédite. Et de ce point de vue-là, la question de la démocratie, c'est probablement la clé d'entrée principale qui nous donnera accès ou non à une autre voie que celle que l'oligarchie s'entête à nous faire prendre de force dans le cadre de la crise sanitaire, puisque je crois qu'on a tous compris que le fameux monde d'après, il s'agissait de le reconstruire. Donc ça veut dire qu'il va ressembler au monde d'avant, probablement en pire, voire au monde d'avant, avant-hier, si on les laisse faire. Donc démocratiquement, ça veut dire qu'il faut tout remettre à plat. Pas simplement exiger des comptes des principaux responsables de la catastrophe en cours, même si on ne les oublie pas et qu'il y aura des comptes à rendre, mais c'est toute la chaîne de décisions politiques qui a à revoir, qui a à revisiter et qui a à révolutionner en réalité. La question, c'est de proclamer le seul état d'urgence dont on n'ait jamais pu bénéficier jusqu'alors, c'est-à-dire un état d'urgence démocratique cette fois-ci, qui permette à tout à chacun de se mêler enfin de ses propres affaires et à tout à chacun de peser sur les décisions qui ont une incidence sur son avenir personnel et collectif. C'est-à-dire permettre à n'importe lequel d'entre nous de pouvoir gouverner ses propres affaires, même si la société actuelle nous empêche de postuler à ce titre au nom du fait que ce serait réservé à une caste de représentants qui parlent de nos vies, alors que la plupart d'ailleurs les connaissent même pas. Donc évidemment, ce type de rupture démocratique, on comprend bien que c'est l'antithèse directe, c'est le projet strictement opposé de l'état d'urgence dit sanitaire qui a été décrété, lui, par le gouvernement et qui a été prolongé. Ce genre d'état d'urgence dont notre camarade Daniel Ben Saïd expliquait déjà au lendemain de la révolte des quartiers populaires en 2005, puisqu'il y avait déjà eu un état d'urgence, que c'était ni plus ni moins qu'une adaptation moderne de l'ancienne formule des états de siège avec comme objectif politique principal de transformer l'exception en règle et nous accoutumer à vivre dans un état d'exception permanent où, au nom des intérêts supérieurs de l'État et évidemment pour notre bien, on va généraliser les mesures et les lois iniques. Simplement, le cours autoritaire qui est à l'œuvre à bas bruit depuis plusieurs années, parce que c'est un processus et qui est en train de se généraliser, je voudrais insister là-dessus, c'est pas simplement la remise en cause de droits fondamentaux, même si ça, en tant que tel, c'est déjà inacceptable. C'est pas simplement un gouvernement qui va pouvoir agir par ordonnance. C'est pas simplement un gouvernement qui s'apprête à nous traquer sur les portables. C'est pas simplement les hélicoptères et les drones qui surveillent la population. C'est pas simplement l'impunité policière, notamment dans les quartiers populaires. C'est pas non plus seulement l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, sauf dans les écoles et dans les entreprises, c'est-à-dire l'interdiction de manifester. C'est pas non plus seulement l'impossibilité de bouger comme on veut. Moi, j'entends tous ces témoignages et je les comprends de personnes qui vivent comme une souffrance intime insupportable le fait de ne pas pouvoir circuler librement et qui, si ça devait être prolongé, vivrait comme une violence absolument inouïe. Chers amis, chers camarades, j'espère qu'on va s'en souvenir, notamment dans le camp du mouvement ouvrier, à quel point la liberté de circulation est une liberté inaliénable, qui vaut pour tous et toutes, quel que soit l'emplacement où on se situe sur la planète, qu'on vive au nord ou qu'on vive au sud. Donc c'est vrai aussi pour les milliers de migrants et migrantes qui fuient des guerres, la barbarie, le chaos économique, souvent suscité d'ailleurs par l'intervention des puissances occidentales et qui, à défaut de cette liberté de circulation et d'installation et du fait de l'existence des frontières, continuent à mourir en ce moment même au large de la Méditerranée. Il y a 17 000 personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont mortes en Méditerranée entre 2014 et 2017. Ce décompte-là, il apparaît très rarement, on va dire, sur nos écrans. Donc, au-delà de cette restriction, de ce retour sur nos acquis, il y a évidemment la volonté du pouvoir en place de confiner la vie démocratique le plus longtemps possible. Or, nous, on veut la déconfiner, la vie démocratique, mais on veut la déconfiner vraiment. Je dis ça parce qu'en réalité, elle était déjà confinée avant même le début du mois de mars. Parce que ça remonte à il y a longtemps déjà. Le fait qu'on vive dans un système où on nous a habitués, et ça en devient insupportable, à être relégués au rang d'éternels spectateurs
de témoins, d'observateurs ou de consommateurs de la vie politique dont dépend pourtant notre propre sort. Donc, évidemment, ce type de rupture démocratique, on n'aura pas d'autre allié que nous-mêmes, la majorité sociale, pour l'imposer. Quoique, vous me direz, on aura toujours un allié de circonstance en la matière, c'est le pouvoir en place, même s'il ne le sait pas, puisque ce pouvoir-là, qui croit avancer à vitesse grand V, il est toujours à deux doigts de dérailler à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il est en crise politique permanente, du fait de l'évolution du monde et des soubresauts, mais du fait aussi de ce qu'il est. Il pétait déjà les scores en termes de démissions record au sein de son gouvernement depuis les origines de l'histoire de la Ve République, et au moment où on organise ce meeting, il a deux doigts de perdre sa majorité parlementaire. Donc ça veut dire que tout reste ouvert et que rien n'est gravé dans le marbre politiquement, raison de plus pour compter sur nos propres forces. Alors je voudrais insister là-dessus, même si c'est frustrant encore aujourd'hui, si c'est rageant parfois, d'avoir la sensation d'avoir le nez collé comme ça à une vitre qui nous empêcherait de nous immiscer, mais le simple fait de s'organiser comme on le fait, de se tenir prêt, dès que l'occasion se présentera à nouveau de faire irruption massivement dans l'arène démocratique dont dépend notre destin, c'est extrêmement important. Il faudra le faire de 1000 manières, pas simplement en protestant, pas simplement en manifestant, même si je sais qu'on a tous des fourmis dans les jambes, pas simplement en faisant grève, pas simplement en disant non. Ça fait 30 piges, ça fait 30 ans qu'on dit non. Là, l'enjeu, c'est de partir à l'offensive cette fois-ci et d'occuper d'une manière ou d'une autre tous les rouages, toutes les sphères de la vie publique, en n'oubliant absolument aucune, pas même les actions d'entraide et de solidarité, par exemple, qui sont en train de se systématiser dans les quartiers et qui viennent du bas. Peut-être que ça paraîtra dérisoire pour certains, mais moi, j'y vois beaucoup de promesses d'espoir. C'est vrai aussi dans les entreprises, Franck en parlait, mais que ça soit dans le public ou dans le privé, je crois qu'il y a beaucoup de salariés qui ont bien compris qu'on aurait pu gérer différemment dans ces boîtes la crise sanitaire, en termes de stock, de commandes, de fabrication, de production, avec un droit de regard, un droit de contrôle, y compris sur la comptabilité. Donc c'est tout ça qu'il s'agit d'arracher ici maintenant pour espérer fonder une nouvelle forme de souveraineté démocratique. Je dis bien souveraineté démocratique et pas souverainisme, parce que le débat a tendance à revenir à gauche, y compris à la gauche de la gauche. Le souverainisme, ça veut dire qu'on pense que les frontières qui ont été fixées par l'État-nation pourraient nous protéger du libéralisme et de l'autoritarisme. Mais sur quel fondement on se base pour sortir des affirmations aussi tranchées? L'État serait l'adversaire en soi du libéralisme. C'est l'État qui a gavé de centaines de milliards d'euros avec l'argent de nos impôts les banques pendant la crise financière de 2008. On est en train de refaire la même chose pour sauver les profits des plus grandes entreprises en pleine crise du Covid-19. L'État qui serait notre partenaire d'émancipation, enfin écoutez, on n'est pas simplement confronté à la logique folle et aveugle de l'économie de marché dans le cadre de cette crise sanitaire. On est aussi confronté à un appareil d'État particulièrement bureaucratisé qui a pris des décisions politiques insensées. Il y a des millions de masques qui ont été brûlés, dont certains étaient encore utilisables jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire en pleine épidémie. Donc on est toujours confronté, pour terminer, à ce boa constrictor, c'est-à-dire l'appareil d'État qu'évoquait Marx à l'issue de la Commune et qui étouffe la société civile. Et puis qui dit enfin que l'échelle nationale, ce serait forcément la bonne taille, le bon format pour l'émancipation et la souveraineté démocratique? Quand on prend la question, par exemple, de la nourriture, il y a une organisation paysanne internationale qui s'appelle Via Campesina qui insiste là-dessus depuis des années pour dire, par exemple, que le bon pourtour d'une souveraineté alimentaire, ce serait un rapport d'extrême proximité qui rapproche au plus près le consommateur du producteur. Donc on voit bien que l'échelle d'émancipation, elle peut être locale, départementale, régionale, elle peut être nationale, mais elle peut être aussi européenne ou internationale dès lors qu'elle s'organise en conscience. Donc j'entends parler aujourd'hui de démondialisation, ça redevient à la mode. Dans la mondialisation capitaliste, le problème, c'est le capitalisme, bien plus que le périmètre dans lequel il est en train d'opérer. On ne va pas en finir avec les forfaits de la dictature du capital, simplement en limitant les pourtours de la scène du crime à l'échelle nationale. Non, il faut décapitaliser la mondialisation, il faut débarrasser le monde de l'ordre marchand. Je terminerai en disant que le poète Paul Éluard disait il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Donc il va falloir le trouver, l'extirper au plus vite pour affirmer que nos vies valent plus que leurs profits. Et d'ici là, il faut prendre soin de nous pour assurer le déconfinement politique